Bonjour à tous, je vais vous raconter l'histoire du maréchal Joachim Murat, roi de Naples, grand-duc de Clèves et de Berg, 1767 à 1815. Présentation. Joachim Murat, né le 25 mars 1767 à la Bastide-Fortunière, renommée la Bastide-Murat, dans le Quercy, dans l'actuel département du Lot, est mort fusillé le 13 octobre 1815 au château de Pizzo, royaume de Naples, est un militaire français, haut dignitaire du Premier Empire. Fait maréchal d'Empire et prince français par Napoléon Ier, il est également grand amiral de l'Empire, grand-duc de Clèves et de Berg, puis roi de Naples à partir de 1808 sous le nom de Joachim Napoléon Ier. Il est le beau-frère de Napoléon Ier par son mariage avec Caroline Bonaparte, sœur de l'empereur. Sous l'Ancien Régime, Joachim est le dernier des 11 enfants de l'aubergiste et maître de poste, Pierre Murat-Jordi, 1721 à 1799, et de sa femme Jeanne Loubière, 1722 à 1806. D'abord destiné à l'état ecclésiastique, le jeune Joachim est éduqué parmi les séminaristes. Il s'enrôle le 23 février 1787 dans les chasseurs des Ardennes, puis dans la 12e unité de cavalerie qui recrute des hommes audacieux. Instruit et indiscipliné, il se distingue rapidement. Il est renvoyé pour insubordination en 1789, alors qu'il est en garnison à Sélestat, Bas-Rhin, et retourne dans sa région natale, chez son père. Carrière sous la Révolution, 1792 à 1800. Murat profite de son retour dans le Quercy pour assister et participer aux réunions des clubs locaux. Il est ainsi élu dans son canton de Montfaucon pour représenter le département du Lot à la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 à Paris. Il réintègre l'armée en janvier 1791 de nouveau à Sélestat, où il se fait remarquer, puis est nommé dans la garde constitutionnelle du roi une année plus tard, tout comme Bessières. Fervent partisan des idées nouvelles, et notamment de Marat, dont il prend quelque temps le nom. Il démissionne au bout de quelques jours, estimant que la garde n'est qu'un repère de royalistes. Il retourne donc dans son 12e régiment de chasseurs et, ambitieux et talentueux, il devient chef d'escadron du 21e chasseur à l'été 1793. Comme Bonaparte, il est inquiété après la chute de Robespierre et se distingue lors de la répression de l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire. Le nouveau général de l'armée d'Italie en faille son aide de camp. Il met en valeur ses talents de cavalier à Dégo et à Mondovì et est fait général de brigade le 10 mai 1796. Il est blessé durant le siège de Mantoue. Au combat de Roveredo 4 septembre 1796, il est chargé par Bonaparte de poursuivre l'ennemi qui, en fuyant, cherche à se rallier. À la bataille de Bassano, livrée le 8 du même mois, il commande un corps de cavalerie dont les charges brillantes contre les carrés de l'infanterie austrossarde contribuent puissamment au succès de la journée. Le 16 mars 1797, il exécute à la tête de la cavalerie le passage du Tagliamento, victoire française qui déconcerte les plans de l'archiduc Charles et qui force l'Autriche à signer les préliminaires d'un traité de paix. En Italie, Murat, alors qu'il possède une solide réputation de coureur de jupons, fait la connaissance de Caroline Bonaparte, la sœur de Napoléon, qui s'entiche finalement de lui. Bonaparte, peu réjoui par cette inclination, la renvoie en France. En Égypte, Murat déploie la plus grande valeur guerrière à la prise d'Alexandrie et à la bataille des Pyramides. Quand celui-ci fait le siège de Saint-Jean d'Acre, l'infériorité de l'artillerie française décide le général en chef à tenter l'assaut. Murat se présente pour charger le premier, ce que Bonaparte lui refuse d'abord. Murat est si pressant qu'il accepte enfin. L'attaque se solde par un échec. Il joue un rôle crucial lors de la seconde bataille d'Aboukir, où sa cavalerie emporte la décision conjointement avec l'infanterie de Lannes. Après avoir essuyé un coup de feu dans la gorge, qui aurait dû lui être fatal s'il n'avait pas crié en écartant suffisamment les mâchoires. Pour ce fait d'armes, il est nommé général de division, le 25 juillet 1799. Bonaparte ramène d'Égypte seulement 7 personnes au nombre desquelles se trouve Murat, abandonnant l'armée à son sort. Le consulat, 1799 à 1804. Il participe activement au coup d'État du 18 Brumaire. C'est lui qui entre à la tête de 60 grenadiers dans la salle du Conseil des 500 et prononce la dissolution du Conseil. Commandant de la garde consulaire après cette journée, le 18 janvier 1800, il épouse civilement à Mortefontaine la sœur de Napoléon, Caroline Bonaparte. Il déménage aux Tuileries et fait donc partie du proche entourage du nouveau maître de la France. Murat commande la cavalerie de l'armée de réserve dirigée par Bonaparte. À la bataille de Marengo, le 14 juin 1800.
Il a, selon Louis-Alexandre Berthier, ses habits criblés de balles. Après la campagne, il reçoit un sabre d'honneur. Il participe à ce titre à la poursuite des combats en Italie à l'hiver 1800 à 1801. Murat signe ainsi l'armistice entre la France et le royaume de Naples et ordonne à ses troupes de ne pas violenter le peuple napolitain. Ordre dont les Napolitains se souviendront. Il rentre en France en août 1803 et est nommé à la place de Junot, en disgrâce, commandant de la première division militaire de Paris, et gouverneur de Paris. Il est en relation constante avec Bonaparte. Chargé, par sa fonction, de nommer la commission militaire qui doit juger le duc d'Enghien, condamné par avance, il s'y oppose. L'Empire, 1804 à 1815. Murat est couvert d'honneur, il est fait maréchal d'Empire le lendemain. Le 1er février 1805, il est élevé à la dignité de grand amiral de l'Empire et le 2, grand aigle, grand croix, de la Légion d'honneur. Le 4 février, il est reçu au Sénat conservateur pour prêter serment en tant que sénateur, conséquence de son élévation à la dignité impériale de grand amiral de l'Empire. En mars, il s'installe au palais de l'Élysée. Membre de la famille impériale, il porte le titre de prince. Il se couvre de gloire à la bataille d'Austerlitz où il commande l'aile gauche de l'armée française. Le traité de Presbourg, signé le 27 décembre 1805, réorganise l'Allemagne et Joachim Murat devient grand-duc de Berg et de Clèves. La guerre entre la Prusse et la France éclate à l'automne 1806. La campagne de Prusse arrache Murat à ses tâches de gouvernement. Il retrouve son commandement à la tête de la cavalerie. Toujours à l'avant-garde, il traverse la Saale, détruit 2 régiments qui lui disputent le passage, se bat à bataille d'Iéna, y capture l'essentiel de l'armée ennemie. Cette campagne s'achève sur ces mots, « Sire, le combat cesse faute de combattants ». À la bataille d'Eylau, en 1807, c'est encore Murat qui force l'ennemi à la retraite, après avoir enfoncé son infanterie. Il séjourne peu de temps à Düsseldorf après la paix de Tilsit qui agrandit substantiellement son duché, laissant la gestion à son ministre des Finances, Jean-Michel Agar, comte de Mosbourg. Les réformes. Immédiatement, il s'attache à poursuivre les réformes entamées par son beau-frère Joseph. Le code Napoléon est très légèrement adapté, les idées. Il règle également la menace du brigandage calabrais en faisant pacifier la région par le général Manet. À cause du déficit budgétaire qui, malgré son amélioration, n'est pas résorbé sous le règne de Murat, la plupart de ces réformes n'ont qu'une portée limitée. Des relations difficiles avec Napoléon. S'ils sont beaux-frères, les 2 hommes ne s'apprécient guère. Napoléon méprise Murat qu'il qualifie de « coq vaniteux », il aurait préféré donner la main de sa sœur Caroline au général Moreau. Voulant rendre sa sœur heureuse, il avait privilégié l'amour à la raison. Depuis l'accession de Murat au trône de Naples, les humiliations de la part de Napoléon se succèdent. Le ton des dépêches de Napoléon est de plus en plus sec et vexant, la mauvaise foi y est de plus en plus fréquente. Tout ce que fait le roi est critiqué et rabaissé par l'empereur. Des menaces de destitution apparaissent dans la correspondance. Napoléon lui rappelle sans cesse que s'il est roi, c'est parce qu'il l'a décidé. Napoléon sait que des intrigues de Talleyrand et Fouché ont prévu de le remplacer par Murat au cas où il lui arriverait malheur. Dans sa biographie, Vincent Agel souligne l'attachement immense de Murat envers Napoléon, son tempérament angoissé toujours en quête de reconnaissance. Ce n'est qu'à force de critiques et de reproches qu'il s'éloigne progressivement de lui. Murat souhaite être un vrai roi prenant la défense de ses sujets. Il s'oppose bientôt au mariage de Napoléon avec Marie-Louise d'Autriche, petite-nièce de Marie-Antoinette et surtout petite-fille de Marie-Caroline de Naples. Murat désire de plus en plus agir comme un roi indépendant. Caroline tempère les ardeurs de l'un comme de l'autre. Les derniers combats pour Napoléon. La France et ses alliés d'une part, le Royaume-Uni et la Russie d'autre part. Napoléon fait appel à Murat pour conduire la cavalerie et l'avant-garde de l'armée. Celui-ci se rend avec empressement auprès de l'empereur pour lui prouver son attachement. L'accueil de Napoléon est glacial. Les charges de Murat sont décisives à la bataille de la Moskova le 7 septembre 1812. Avec la retraite, harcelée par le froid et par les cavaliers cosaques, la cavalerie fond. Le 5 décembre, Napoléon quitte l'armée pour rentrer à Paris et en confie le commandement à Murat. Le 16 janvier 1813, il quitte à son tour l'armée et laisse à Eugène de Beauharnais le commandement de la retraite vers l'Elbe. Dans le même temps, la situation internationale a évolué. Napoléon a remporté une victoire importante à la bataille de Bautzen.
Informé des contacts du roi avec ses ennemis, il a besoin de ses talents de cavalier, talents qui lui ont manqué pendant la première partie de la campagne. Murat arrive en août 1813 à Dresde, et y écrase l'aile gauche autrichienne les 26 et 27 août. Il fait des prodiges avec sa cavalerie durant l'automne. Après la défaite de Leipzig, le 19 octobre 1813, Murat quitte une dernière fois l'armée sans qu'il soit possible d'en déterminer les raisons. Un premier risorgimento. Lorsqu'il atteint Milan, le roi de Naples est assailli par les Carbonari. Il faut unifier l'Italie où elle se retrouvera sous le joug de l'Autriche. Le 8 novembre, il affirme à l'ambassadeur autrichien qu'il choisit le camp des Alliés. En échange, il demande son maintien à Naples. Parallèlement, il affirme son attachement à Napoléon. Pourtant, le 8 janvier 1814, un traité d'alliance entre l'Autriche et Naples est signé. C'est ce qu'on appelle la trahison de Murat. Il entame une marche triomphale avec son armée à travers l'Italie. Partout, il est acclamé. Après une échauffourée avec les troupes du vice-roi d'Italie Eugène de Beauharnais, il semble pris de remords et pense à changer de camp. Napoléon se laisse convaincre et promet le partage de l'Italie avec le Pô comme frontière, Murat recevant le sud. L'abdication de Napoléon à Fontainebleau change la donne. Doublé par les Autrichiens et par les Britanniques, il rentre finalement à Naples en mai 1814. Murat est confirmé roi de Naples par le Congrès de Vienne. Des contacts se nouent encore avec Napoléon exilé à l'île d'Elbe. Averti du prochain départ de Napoléon pour la France, Murat se revoit roi d'Italie. Lorsqu'il apprend le débarquement de l'empereur en France, il déclare la guerre à l'Autriche. Il est sévèrement battu par les Autrichiens à Tolentino le 2 mai et voit son rêve s'envoler. Le 19, il fuit Naples et atteint Cannes le 25. La fin. Le roi déchu erre en Provence, espérant que Napoléon l'appellera à l'armée. Celui-ci refuse et, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Caulaincourt, il envoie Amable de Baudu, ancien gouverneur des enfants royaux, à Golfe-Rouen avec l'ordre de demander à Murat de se tenir loin de Paris. À Sainte-Hélène, Napoléon a regretté de s'être privé des services de Murat. Je l'eusse amené à Waterloo, mais l'armée française était si patriotique, si morale, qu'il est douteux qu'elle eût voulu supporter celui qu'elle disait avoir perdu la France. Je ne me crus pas assez puissant pour l'y maintenir, et pourtant, il nous eût valu peut-être la victoire, car que nous fallut-il dans certains moments de la journée enfoncer 3 ou 4 carrés anglais. Or, Murat était admirable pour une pareille besogne, il était précisément l'homme de la chose. Jamais, à la tête d'une cavalerie, on ne vit quelqu'un de plus déterminé, de plus brave, d'aussi brillant. À l'annonce de la défaite de Waterloo, Murat s'enfuit en Corse. Vite entouré par près de 1000 partisans, il se prend à rêver d'une reconquête de Naples. Une expédition est montée à la hâte, comprenant 6 navires. Partie d'Ajaccio le 28 septembre 1815, puis essuyant une tempête, elle arrive faute de seulement 2 navires, dont le Saint-Lesrat, le 8 octobre devant le petit port calabrais du Pizzo, où un guide, un traître à la solde des Autrichiens, conseille à Murat de débarquer pour se ravitailler en eau. Ne sachant pas qu'il va tomber dans un piège, Murat choisit d'accoster avec seulement 29 compagnons. Croyant soulever l'enthousiasme de la population, il fait face à une foule peu à peu hostile, car la Calabre a été durement touchée par la répression du brigandage sous son règne. Murat et ses compagnons cherchent à fuir vers la plage, en direction de Montléone, où ils sont rejoints par la foule. Murat est bousculé et malmené, le capitaine de navire Pernis blessé mortellement, et ses autres compagnons, dont son fidèle capitaine des hussards, Antoine Félix Lanfranchi, 1790 à 1863, subissent également des violences. Par ailleurs, prévenus, des soldats bourboniens arrivent, les capturent, et les enferment dans la citadelle du port. Murat écrit plusieurs lettres, en particulier à sa famille. Le 9 octobre, le général Vito Naziant arrive à Pizzo et commence l'interrogatoire de Murat et de ses hommes. Murat demande au général de les épargner. Le 13 octobre, le roi Ferdinand, suivant les conseils de l'ambassadeur britannique, prend un décret par lequel il ne sera accordé aux condamnés qu'une demi-heure pour recevoir les secours de la religion. Ainsi, le procès était joué d'avance et Murat refuse de comparaître, il est condamné à mort pour haute trahison. Exécuté dans la cour de la citadelle, et non à Naples comme la légende se plaira à l'illustrer, il s'y montre courageux. Quand le moment fatal arriva, Murat marcha d'un pas ferme vers l'endroit de l'exécution, aussi calme et impassible que si c'était une revue ordinaire. Il n'accepta pas une chaise ni d'avoir ses yeux bandés. Il déclara
j'ai bravé la mort trop souvent pour la craindre. Il se tint droit, avec orgueil et sans intimidation, avec contenance vers les soldats, et quand il fut prêt il embrassa un camée sur lequel la tête de sa femme était gravée, et dit ces mots, « Soldats, faites votre devoir. Droit au cœur mais épargnez le visage. Feu. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront.